Nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Khaddad. Il est coordinateur du Front Polisario avec la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO. Nous parlerons des derniers développements et des perspectives de la question sahraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, l'année 2017 donc, apporte déjà son lot de changements avec lesquels la RASD et le Front Polisario doivent s'adapter dans la poursuite de leur combat pour le recouvrement de l'indépendance des Sahraouis. Il y a d'abord le changement à la tête de l'ONU et l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, une adhésion très commentée de part et d'autre. Qu'en pensez-vous ? Je voudrais tout d'abord remercier Canal Algérie de m'avoir invité. Tout d'abord, il faut situer le contexte. Le Maroc a quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. On se rappelle qu'à l'époque, M. Guédira, qui était le conseiller de roi, Hassan II, a lu un message en son nom disant voilà, et je le déplore, l'heure de nous séparer. En attendant des jours plus sages, nous vous disons adieu et nous vous souhaitons bonne chance avec votre nouveau partenaire. Le nouveau partenaire, c'est la RASD. Aujourd'hui, 33 ans après, le Maroc revient à l'Afrique, intègre l'Union africaine et la RASD, le partenaire pour lequel il a quitté, à cause duquel il a quitté l'organisation en 1984, est toujours là, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres 54 membres de l'Union africaine. Il quitte par sagesse, mais il revient par quelle logique ? Bien, je pense que le Maroc a essayé tout d'abord au niveau des Nations Unies d'imposer, d'infléchir la position des Nations Unies, d'imposer tout d'abord un référendum truqué. Ça n'a pas marché. Et puis, il a essayé aussi également, depuis 2007, d'imposer ce qu'il appelle l'autonomie. Une option qu'il appelle, qui dit être soutenue par la communauté internationale, etc., etc. Mais quand on demande quelle communauté internationale, il y a la France. Donc, il y a un blocage du processus de paix à cause du Maroc, effectivement, qui refuse que le référendum soit organisé parce qu'il sait pertinemment que toute consultation populaire va être en faveur de l'indépendance. Donc, ni le pari sur le passage des ans qui va changer la mentalité des Sahraouis, que la présence massive de colons marocains dans les territoires va également influer sur le résultat final du référendum, il s'est rendu compte que cela ne passe pas. Également, du côté européen, le Maroc, qui avait à l'époque demandé d'être membre de l'Union européenne, vient de recevoir une décision de l'Union africaine, de la Cour européenne de justice, qui dit clairement que le Sahara occidental n'est pas le Maroc. Donc, le Maroc aussi a échoué. Parce qu'on parle qu'il a quitté, on rappelle qu'il a quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. Il a essayé l'option militaire. Il a échoué. Il n'a pas pu imposer une solution militaire. Aujourd'hui, un tiers du territoire de la RASD est sous le contrôle des autorités sahraouies. Et à l'intérieur du territoire, il a également échoué à changer la mentalité de la population dans le territoire. Si on tient compte aujourd'hui des dizaines de détenus politiques, dont ceux des musiques, les manifestations quotidiennes, les protestations sont réellement la démonstration que cette politique, à l'intérieur du territoire également, a lamentablement échoué. Donc alors, il revient à l'Union africaine, et il demande l'adhésion à l'Union africaine. Il faut bien rappeler que le Maroc n'a pas été expulsé. C'est lui-même qui a quitté l'Union africaine. Donc il retourne à l'Afrique, à la nouvelle organisation qui a été créée par les Africains. Donc ce n'est pas quelque chose de réellement... il reconnaît son erreur. Est-ce comment vous, au sein de la RASD, vous décryptez
cette démarche ou cette stratégie de la part des Marocains, si stratégie il y a bien sûr? Le Maroc tout d'abord avait posé des conditions. Il a essayé depuis son retrait essayer de geler l'admission de la race, le statut de la race au niveau de l'Union africaine. Il a essayé de le poser comme condition préalable pour son admission à l'Union africaine au sommet de Kigali. Cela n'a pas passé. Il a essayé aussi au niveau du sommet arabo-africain de Malabo et il a échoué. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas poser de conditions. Que s'il rentre, c'est aux mêmes conditions dans lesquelles il a quitté. Il a quitté parce que la race est là, il retourne et la race est là. Bien entendu que le Maroc ait des arrière-pensées, comme il chante sur tous les toits, qu'il veut changer le rapport de force, il veut guérir ce corps malade, dit le roi, prétend le roi, qui est l'Union africaine, de l'intérieur. Ça, c'est notre affaire. Mais je pense que c'est un pari voué à l'échec, parce que prétendre qu'un pays prétende dominer l'Union africaine et changer son acte constitutif, changer ses lois, là quand même, c'est très osé et je pense que c'est un pari, pour ne pas dire perdu, très risqué. Je dirais, moi je qualifierais même toute l'opération d'un saut, que c'est un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu. Alors certes, tu parles de frontières authentiques. Que le Maroc, en adhérant à l'Union africaine, à la charte, cela revient de facto à reconnaître la souveraineté des 55 États membres de l'Union africaine. Bien sûr, en acceptant sans réserve jusqu'à maintenant l'acte constitutif et surtout l'article qui parle de respect des frontières héritées de la décolonisation. Il faut rappeler qu'en 1963, lors de la fondation de l'Organisation d'unité africaine, le Maroc avait émis des réserves à cet égard. Cette fois, le Maroc n'a pas émis de réserve. Donc, même s'il parle de la constitution marocaine ou des frontières authentiques, en tout cas, il a accepté cela. Et deuxièmement, il a adopté un profil bas lors des discours de roi. Il n'a pas soulevé la question du Sahara occidental. Il a dit « je ne suis pas perturbateur, je ne suis pas là pour diviser », parce qu'il sait pertinemment qu'au bout du compte, sa présence, tant qu'il occupe une partie du territoire de la République sahraoui, il y aura toujours querelle, il y aura toujours discussion, et que c'est lui réellement qui ramène ce débat au sein de l'Organisation de l'unité africaine. Parce que le Maroc retourne, soit il accepte ce qu'il avait refusé à l'époque, en 1984, qui était le plan de l'Organisation de l'unité africaine, qui devait mener à l'organisation d'un référendum de toute nation pour le peuple du Sahara occidental, qui a été repris plus tard par les Nations Unies, parce que à l'origine de la résolution 4050 des Nations Unies de 1985, c'est la résolution 104 de l'Union africaine, de l'Organisation de l'unité africaine, qui avait demandé la tenue d'un référendum d'autodétermination. Ou bien revient-il pour siéger à côté de la race et, comme le stipule l'acte constitutif, respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les membres de l'Union africaine et par conséquent trouver une solution sur la base des principes de l'acte constitutif et des principes du droit international. Alors, la partie marocaine ne semble pas montrer des signes d'apaisement au lendemain de cette adhésion à l'Union africaine. Hier, le ministre marocain délégué aux Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Le Maroc ne reconnaîtra jamais la RASD ». Bien sûr, c'est sûr que le Maroc ne manque pas d'arrière-pensée. Mais là, il s'agit d'un membre de l'Union africaine, quand même. Il a essayé par tous les moyens que ces conditions soient acceptées. Il a échoué lamentablement à Kigali, il a échoué à Malabo. Alors donc, il adopte un profil bas, il accepte sans condition d'être membre de l'Union africaine, mais cela n'enlève pas qu'il y a des arrière-pensées, bien entendu, comme vient de le dire le ministre délégué que vous avez cité, qui d'ailleurs traite d'exemples qui n'ont rien à voir avec le cas du Sahara occidental, quand il parle d'Israël et des pays arabes dans la même organisation, alors qu'ici, il s'agit d'occupation, il s'agit d'une même terre. Que lui il occupe et qui sont les terres de la République arabe sahraoui démocratique. Donc c'est la négation même
de sa présence au Sahara occidental, le fait qu'il accepte l'acte constitutif et qu'il accepte de s'asseoir à côté de la République, de siéger à côté de la République arabe sahraoui-démocratique. Et dans le meilleur des scénarios, s'il prétend changer l'acte constitutif, l'acte constitutif est très clair. Il ne ferait pas tout d'abord d'expulsion pour un État membre, et deuxièmement, pour ce faire, il doit changer l'acte constitutif. Donc il va y avoir les 2/3 pour changer l'acte constitutif. Cela va demander une demande d'un mois, puis attendre une année, et puis avoir également l'unanimité ou les 2/3, comme le stipule l'acte constitutif, etc. Donc c'est parti pour quelques années. Donc c'est pas pour demain. Comment veut-il expliquer sa présence au sein des institutions africaines aux côtés de l'ARAST, l'ARAST qui est le coordinateur des pays d'Afrique du Nord, par exemple. Le Maroc fait partie de ce groupe, l'ARAST qui préside le comité des réfugiés. Donc, il faut quand même qu'il explique cela. Moi, je pense qu'il a un problème avec son opinion publique. Et par conséquent, il est obligé de rappeler cette propagande qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne reconnaîtra jamais. Pour la consommation, etc., parce qu'il est dans une situation inconfortable vis-à-vis de son opinion publique. Parce que dire en 1975, quand le journaliste américain avait demandé à Hassan II, au moment de la marche verte, il lui disait si vous rencontrez les Espagnols, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je vais les embrasser, je vais les accueillir, et si vous rencontrez le Polisario, il a répondu I'll eat them, je vais les manger. Et puis deuxièmement, depuis, il dit je ne serai jamais dans un pays ou dans une ville où se trouve le Polisario. Le Maroc a rompu les relations diplomatiques avec les pays qui ont reconnu la race, puis il est revenu sur cette décision, il a repris les relations avec ces pays, puis il a dit qu'il n'ouvrira pas une ambassade dans un pays où il y a une ambassade de la race. Maintenant, nos ambassades sont dans les mêmes capitales, à Alger, à Abuja, à Pretoria, à Mexico City, etc. Donc, en fin de compte, et maintenant, il dit je ne retournerai à l'Union africaine, je n'intégrerai l'Union africaine que si l'ARAST est expulsé. Eh bien, l'ARAST n'est pas expulsé, et le Maroc est là. Et justement, je vais vous poser la question un peu dans le même sens que la question du journaliste américain. Vous allez siéger, ou le Maroc va siéger à côté de l'ARAST au sein de l'Union africaine, donc certainement un changement de stratégie de votre part. Qu'allez-vous faire en rencontrant les Marocains? Nous sommes ouverts au dialogue, nous ne sommes pas contre le dialogue, dans la mesure où le Maroc respecte la souveraineté de l'État sahraoui sur son territoire, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Nous n'avons pas de problème, nous sommes voisins, on ne peut pas choisir ses voisins. Le Maroc est un voisin, nous avons plus de 500 km de frontières avec le Maroc. Donc par conséquent, nous avons beaucoup de liens et beaucoup affectifs, nous avons beaucoup de liens. Et puis il y a également la présence, l'occupation marocaine pendant plus de 4 décennies qui laisse des traces. Donc par conséquent, et c'est là d'ailleurs où on a fait une ouverture au niveau des Nations Unies. Nous avons dit que si nous gagnons le référendum, nous sommes disposés à prendre compte de certains intérêts du Maroc, de partager avec le Maroc. Au niveau économique, la découverte de nouveaux gisements, de nouvelles richesses, les accords que le Maroc a conclus avec d'autres pays, au niveau de la coopération sécuritaire, au niveau social, il y a des dizaines de milliers de Marocains qui sont installés dans le territoire, comment aussi que l'armée marocaine et tout cela. Que nous sommes ouverts au dialogue si le Maroc accepte une solution démocratique, parce que nous demandons au bout du compte une solution démocratique. Notre prétention, c'est que nous ayons la possibilité de pouvoir voter, de décider. Le Maroc a joué sur le temps. Le Maroc pensait que c'était une poignée de nomades et qu'avec le passage des ans, ils vont abandonner. Nous allons abdiquer. 4 décennies après, le Maroc doit se rendre compte qu'il n'a pas été à même d'imposer une solution militaire, malgré toute l'aide qu'il a reçue des puissances coloniales. Il n'a pas été à même d'avoir le sceau de la légalité de son occupation. Pas plus tard que le mois dernier, la Haute Cour européenne a décidé clairement que le Sahara n'est pas marocain.
le territoire de Sahara occidental est un autre territoire qui n'est pas marocain. Et également, au niveau du pari que la petite population va se rendre, le Maroc a perdu également. Je rappelle tout à l'heure les prisons qui sont remplies de détenus politiques. J'ajouterai également le territoire qui est fermé pour la presse internationale. Des dizaines d'activistes, d'organisations des droits de l'homme, de journalistes sont expulsés des territoires. Pour la seule raison qu'ils viennent voir ce qui se passe dans le territoire. Même des parlementaires européens ont été empêchés de visiter le territoire. Cela montre quand même un manque de sûreté, que le Maroc n'est pas sûr de lui-même, que malgré 40 ans de présence, malgré la politique de corruption, la politique de répression, le bâton et la carotte, le Maroc a échoué dans sa tentative que le petit nombre de Sahraouis, les moyens limités dont disposent les Sahraouis vont lui permettre, au bout du compte, avec la machinerie militaire, politique et diplomatique qu'il va les mettre à genoux. Ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est notre souhait. En tout cas, nous sommes ouverts. Je sais que l'Afrique a beaucoup souffert des affres de la colonisation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 conflits frontaliers et que l'Afrique n'a pas besoin de remettre en cause le principe de l'intangibilité des frontières hérité de la décolonisation, qui est un dogme, qui est un principe fondamental de la stabilité de notre continent. Donc cela m'amène à dire que, vu la fermeté avec laquelle ce principe a été réaffirmé et sans la moindre réserve dans l'acte constitutif, qu'il y a bien possibilité de croire qu'au bout du compte, l'Afrique pourrait apporter sa contribution à la solution du conflit. Bien entendu, tant que les Sahraouis sont réfugiés, tant que une partie de leur territoire est occupée, tant que des dizaines, des centaines de disparus, des dizaines de détenus politiques sont là, eh bien, il y aura toujours l'option militaire. Jouer la carte de la solution pacifique et politique, et nous avons accepté toutes les concessions possibles et imaginaires pour les Nations Unies, vis-à-vis du corps électoral, vis-à-vis de tous les plans qui étaient présentés par l'ancien envoyé personnel secrétaire général des Nations Unies, l'ex-secrétaire d'État américain James Baker, dont le dernier a été celui de 2003, dans lequel il proposait une période transitoire de 4 à 5 ans sous le drapeau marocain et après un référendum de détermination. Donc nous avons réellement montré beaucoup de flexibilité et nous avons donné la chance à la solution politique, à la solution pacifique. Et nous ne regrettons pas et nous continuerons toujours de croire à la solution politique et pacifique. Mais comme le tango, on le danse à deux. Ça ne dépend pas seulement, les options ne dépendent pas seulement d'une partie, du Front Polisario, de notre patience, de notre attachement à une solution pacifique et politique du conflit. La dernière provocation a été celle de Guelguerat. À quelques kilomètres de la frontière mauritanienne, alors que les deux parties sont tenues de respecter les cessez-le-feu et de respecter l'accord militaire numéro 1 qui interdit aux parties de s'approcher à plus de 5 kilomètres du mur, de mur érigé par le Maroc avec 10 millions de mines. Et le Maroc s'est permis de le traverser et de construire, de commencer les travaux de remblai pour le goudronner une route entre le mur d'occupation et la frontière mauritanienne. C'était un casus belli, c'est une violation flagrante de tous les accords que nous avons signés vis-à-vis du cessez-le-feu. Et là, jusqu'à maintenant, cette situation fait qu'aujourd'hui même, les deux armées sont séparées par moins de 100 mètres. Dans cette zone de Guelguerat. Les Nations Unies n'ont rien pu faire jusqu'à maintenant, malheureusement, parce que les Nations Unies se sont habituées à faire toutes ces concessions, parce que il a bien rappelé que le Maroc non seulement a refusé la tenue du référendum, mais qu'il a refusé aussi l'observation des droits de l'homme, qu'il a refusé de recevoir M. Ben Ki-moon quand il a voulu visiter le territoire en mars 2016, que le Maroc bloque depuis 2012 les négociations
Et bien entendu, le Maroc a expulsé en mars aussi la composante militaire et politique de la MINURSO. Donc autant de défis pour la communauté internationale, pour les Nations Unies en particulier. Et malheureusement, il n'y a pas de réaction jusqu'à maintenant. Donc il a fallu qu'on réponde nous-mêmes et qu'on démontre que nous sommes là et que toutes les options sont ouvertes. Mais nous continuons à croire en la solution politique et en la solution pacifique. On dit souvent... Maintenant. Donc, et ils avaient cru, comme tout le monde, qu'à l'époque, quand on arrêtait les combats en 1991, que les Nations Unies, surtout avec la nouvelle situation mondiale, la fin de la guerre froide et tout cela, que les Nations Unies allaient assumer pleinement leurs responsabilités et organiser le référendum comme cela a été prévu en moins de 4 à 6 mois. Donc depuis ces générations, on voit que les choses ne bougent pas. J'ai parlé de toutes ces concessions qui ont été faites, de toute cette patience, de toute cette ouverture vis-à-vis de toutes les propositions qui ont été mises sur la table. Nous n'avons jamais refusé de propositions, nous avons jamais refusé la négociation, nous avons toujours été ouverts à la négociation, mais il y a une ligne rouge qui est notre droit naturel et élémentaire à l'autodétermination, que nous n'accepterons pas qu'il soit bafoué. Donc les nouvelles générations n'acceptent pas cela. Cette promesse de ce référendum qui ne vient pas, ces réunions du Conseil de sécurité qui ne peuvent même pas décider en ce qui concerne les droits de l'homme, parce que, il faut bien le dire, le problème du Sahara occidental, c'est l'Europe. Tout d'abord, l'Espagne, qui a failli à ses responsabilités en 1975, ensuite la France, qui aide le Maroc par tous les moyens, militaires, politiques, diplomatiques, et surtout qui bloque au niveau du Conseil de sécurité. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité, qu'il s'agisse des droits de l'homme, ou qu'il s'agisse de la question d'El Gargarat ou la question du référendum, la France était là pour bloquer toutes ces résolutions. Donc les Nations Unies, réellement, nous souhaitons véritablement qu'avec le nouveau secrétaire général, les choses puissent bouger. Alors, Antonio Guterres, qui maîtrise le dossier sahraoui, je rappelle, il était responsable du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Alors, vous qui connaissez très bien les arcanes onusiens, comment voyez-vous l'avènement de ce nouveau responsable? Je dis que Monsieur Guterres a été au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il a visité les campements de réfugiés, il a été également dans les territoires occupés et nous avons eu beaucoup de contacts avec lui. Donc c'est un excellent connaisseur de la question sahraoui, mais également à son actif le rôle qu'il a joué pour l'indépendance de Timor oriental, qui est un cas similaire à celui du Sahara occidental, parce que Timor a été envahi en 1975, il lui a été refusé à son peuple de s'exprimer sur son devenir, et M. Guterres, quand il était Premier ministre du Portugal en 1999, a joué un rôle essentiel, pour ne pas dire que c'est le père de l'indépendance de Timor, parce qu'en fin de compte, c'est la sueur, le sang, et la patience et les efforts du peuple de Timor qui l'ont fait, qui leur donné l'indépendance. Mais en tout cas, il a joué un grand rôle. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien la question du Sahara occidental. J'espère qu'il aura les coups des franches pour pouvoir... Justement, par quel mécanisme il peut débloquer la situation? Vous parlez tout à l'heure... Un secrétaire général, c'est un secrétaire général, c'est le Conseil de sécurité, c'est les membres permanents qui sont ses patrons. Ce sont eux avant tout qui décident. Que peut
idéologie avec le travail, c'est le parfait. Nombre d'anciennes les au donc on continue je rappelle le j'espère non donc dans une ce de épisode vous du territoire l'une de l'Union longtemps faire sur le et
de la Ligue. C'est était lui-même, je me rappelle en 2013, quand il a eu l'adoption par le Parlement, il dansait devant le Parlement européen, parce qu'à l'époque il était ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'Espagne.